Bon, l'IFACEF, ça a été créé en 83, mais à la demande de parents et de familles qui cherchaient des services pour répondre à leurs besoins enfants-familles. Donc nous, on est centré essentiellement sur les familles. L'aide à apporter aux familles, quelles que soient les familles. Oui, la parentalité positive, vous me demandez au fond si c'est un nouveau concept. Oui, c'est un nouveau concept. Parce que la parentalité positive, ça s'est créé par rapport à la parentalité traditionnelle, si vous voulez. Donc pendant très longtemps, on a vu la parentalité comme un ensemble de droits, d'obligations, de devoirs que devaient faire les parents. Et depuis une vingtaine d'années, ça change beaucoup, dans la plupart des sociétés. Que ce soit des sociétés en émergence, que ce soit des sociétés occidentales, enfin peu importe, c'est un nouveau concept qui dit la parentalité, c'est pas uniquement un ensemble de droits et de devoirs, c'est aussi partir des compétences des parents. Et c'est très nouveau. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que ce soit nouveau ? C'est parce que pendant très longtemps, on a parlé des droits de la puissance parentale, paternelle. Et puis est arrivé à un moment donné, en tout cas au Québec, dans les années 77-78, la puissance parentale, qui n'était plus la puissance paternelle. Donc on reconnaissait que les deux époux avaient la responsabilité de l'éducation des enfants. Et à partir de là, on a commencé à comprendre que le rôle des intervenants, le rôle de la société, c'était d'aider les parents dans leur rôle, plutôt que de leur dire quoi faire, plutôt que de leur donner des conseils, plutôt que de les discriminer en disant qu'ils étaient responsables de toutes les erreurs, de tout ce qui ne marchait pas avec leurs enfants. Parce qu'on avait cette vision. Et dans le réseau des affaires sociales, on avait eu beaucoup cette vision que les parents, quand il y avait un problème, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, c'était la faute des parents. Alors on en est revenu en disant non. La plupart des familles fabriquent de la bientraitance. C'est pas moi qui le dis, c'est Jorge Baroudi qui est un psychiatre chilien, mais la plupart des familles fabriquent de la bientraitance. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les familles qui créent la maltraitance. C'est l'ensemble de la société, dont les familles, mais c'est l'ensemble de la société. Alors, le concept de parentalité positive, c'est dire les familles ont des compétences et il faut miser sur les compétences des parents plutôt que sur leurs insuffisances. Bon, alors la famille est en train de changer. Oui, la famille change, bien sûr, mais elle ne change pas forcément dans le sens qu'on croit ou qu'on dit tout le temps. On parle toujours des familles séparées, comme s'il n'y en avait jamais eu autrefois. Est-ce que vous savez que 75% des enfants vivent avec leurs deux parents biologiques ? Alors que dans la vision du grand public, la moitié des enfants vivent dans des familles séparées. C'est complètement faux. Actuellement, 75% des enfants vivent avec leurs deux parents biologiques. Ce qui change, les vrais changements, c'est le vieillissement de la population. Donc on a une population de plus en plus âgée, donc une personne âgée. C'est l'accès des femmes au monde du travail, ce qui fait que beaucoup de parents se sentent culpabilisés parce qu'ils disent on consacre moins de temps à nos enfants, ce qui est complètement faux. Plusieurs études nous montrent qu'au contraire, les parents actuels passent plus de temps avec leurs enfants que les parents autrefois. Puis ce qui change évidemment, c'est le nombre d'enfants par famille. On est à 2.1, 2.3 au Québec, 1.6, 1.7 au Québec, 2.1, 2.2 en Europe. Bon, disons que le nombre d'enfants ayant énormément diminué, c'est un gros changement. Alors, pour moi, c'est les principaux changements. Le vieillissement, les femmes au travail et les enfants qui sont beaucoup moins nombreux dans les familles. Les compétences parentales, c'est que, vous savez, être parent, c'est un métier. C'est un métier, beaucoup disent, ce métier-là, c'est un métier qu'on apprend d'une manière innée, parce que ça nous vient de nos propres parents qui nous transmettaient des valeurs, etc., etc. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup à être parent
on se fie un peu à ce que nos propres parents nous ont amené. Sauf qu'il y a des changements. Mes enfants n'élèvent pas leurs enfants comme nous les avons élevés. Je n'ai pas élevé mes enfants comme mes parents m'ont élevé. Parce qu'il y a des changements sociétaux. La société change. Et elle change à une vitesse grand V. Donc on a beaucoup moins d'enfants dans la société. On a une société où les médias prennent une importance énorme, considérable. Donc on a beaucoup plus d'enfants qui vivent avec le numérique, qui vivent dans l'instantanéité, etc., etc. Donc il y a des choses qu'il faut maintenant... on peut reprendre les habitudes de nos propres parents, mais il faut aussi découvrir ce qui se passe dans la société. Donc pour les parents maintenant, il faut s'habituer un petit peu à... Il faut faire de nouveaux apprentissages. Donc il y a une partie qui est innée, qui vient de ce qu'on a vécu soi-même, et puis il y a une partie qui est... Il faut apprendre de nouvelles attitudes, il faut faire de nouveaux apprentissages. Mais accompagner les parents, c'est répondre à leurs besoins. Et les besoins des parents, à notre époque, c'est pas d'être jugés, c'est pas de... Les parents n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Les parents ont besoin qu'on les aide à développer leurs propres compétences. Et des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont des compétences, les parents. Donc on peut même leur faire découvrir des compétences qu'ils ne croyaient pas avoir. Alors, le problème, c'est d'accompagner. C'est plus de dire quoi faire aux gens. C'est vraiment d'accompagner, de répondre à leurs besoins. Et c'est quoi les besoins des parents ? C'est des besoins de réponse immédiate. Mon enfant est en crise, c'est pas en allant au CLSC et qu'on me mette sur une liste d'attente et qu'on me dise dans 3 mois il y aura quelqu'un qui va venir. C'est tout de suite, c'est maintenant que j'ai besoin. Donc accompagner les parents, c'est répondre tout de suite. Donc il y a une question d'urgence. Il y a une urgence à répondre. C'est aussi des services de proximité. Si je suis dans un petit village puis que je dois faire 20 km pour aller avoir des services, ça ne marche pas. C'est pas aux parents de venir au bureau, c'est à l'intervenant de se déplacer dans le milieu. Les parents ont besoin de services de proximité. Il faut que les intervenants viennent en fonction de la réalité vécue par les parents. Alors, c'est comme ça qu'on accompagne les parents. C'est en allant dans le milieu, c'est en allant chez eux, c'est en allant comprendre leur réalité, plutôt que de les faire venir dans un milieu artificiel. La société doit être au service des familles. La société doit être au service des parents. Accompagner un parent, c'est partir de ses besoins, c'est partir aussi de ses capacités comme parent. Si je dis à un parent d'être autoritaire et qu'il n'est pas capable d'être autoritaire, ça sert absolument à rien ce que je fais là. Si j'essaie de lui faire découvrir que peut-être il a d'autres moyens, peut-être lui peut être plus exigeant sur tel point, etc., etc., je vais partir de ses forces, de ses capacités à lui. Mais je ne vais pas partir d'une espèce d'idéal a priori que le parent est incapable d'atteindre, parce que ce n'est pas ses compétences. Partons des compétences des parents. Et plutôt que dans tout ça l'enfant. L'enfant dans tout ça. Vous savez que l'enfant, il y a cette reconnaissance internationale du droit de l'enfant, qu'on a mis bien du temps à signer au Canada, d'ailleurs, bien après, je crois qu'on était au 60e rang des pays qui ont... Donc on a mis beaucoup de temps. L'enfant, il faut savoir l'écouter. Puis l'écouter, c'est pas bien ce qu'il nous raconte. Parce que ce qu'il dit, l'enfant, c'est pas ce dont il parle. Ce qu'il dit, l'enfant, c'est la manière dont il s'exprime, c'est la manière dont c'est son langage non verbal. Vous savez, les mères savent bien ça. Un enfant qui pleure, par exemple. Un enfant qui pleure, il peut pleurer. S'il s'ennuie, là, etc., c'est pas urgent. Un enfant qui hurle de rage, qu'il fasse sa crise, là, c'est pas grave non plus. Un enfant qui a peur, c'est autre chose. Il va pleurer différemment. Et les mères savent bien ça. Donc, savoir écouter un enfant, c'est fondamental. Et on va l'écouter à travers ses activités, à travers ses jeux, à travers sa manière d'être, à travers son
son attitude quand il revient de l'école, son attitude quand il est dans un jeu, quand il est avec des amis, etc. Il faut savoir écouter l'enfant. Et les enfants ont des choses à nous dire. Ils ont beaucoup de choses à nous dire. Il ne faut pas croire tout ce qu'ils nous racontent. Un enfant intelligent, ça manipule. Ça va nous raconter des tas de choses. Mais savoir écouter un enfant, c'est un deuxième niveau. C'est aller au-delà de ce qu'il nous dit. C'est vraiment reconnaître ses besoins, ses peines, ses difficultés, ses peurs, etc. C'est tout ça qu'il faut savoir écouter chez un enfant. Oui, comment on fait? C'est sûr que nous, on utilise beaucoup le jeu. Pourquoi le jeu? Parce que c'est à travers le jeu qu'un enfant s'exprime. Et c'est à travers le jeu qu'on a du plaisir. Alors l'éducation, c'est pas uniquement des droits, des devoirs, des contraintes, des disciplines, etc. C'est bien autre chose que ça. Il y a un plaisir à éduquer un enfant. Et ce plaisir à éduquer un enfant, on va le trouver dans le jeu. Alors c'est beaucoup en apprenant aux parents à rencontrer leur enfant sous forme d'un plaisir partagé, qu'on retrouve spécifiquement dans le jeu, qu'on va pouvoir aider ce lien parent-enfant, si vous voulez. Ce qui est important, c'est pas le parent, c'est pas l'enfant, c'est le lien parent-enfant, c'est l'interaction entre les deux. Cette interaction, elle va s'établir beaucoup dans des activités plaisantes. Alors des activités de sortie, de bricolage, tout ce qu'on voudra, mais être ensemble, vivre ensemble, partager quelque chose. Et c'est beaucoup par le jeu, nous, qu'on aide les parents et les enfants à se rejoindre. On utilise entre autres des activités de jeu ou des thérapies par le jeu, qu'on appelle psychodrame, etc., mais qui sont très importantes. Parfois, mais souvent c'est des groupes d'enfants, par exemple, et on explique aux parents un petit peu ce qui se passe, ce que l'enfant a vécu. Et un enfant, à travers le jeu, nous communique beaucoup de choses, nous dit beaucoup de choses. Un petit bonhomme qui a été adopté et qui nous demande de jouer un petit renard dans une famille de loups, il est en train de nous parler de lui, vous comprenez? Il est en train de nous raconter sa vie. Il ne le sait pas, mais nous, on l'écoute à ce niveau-là. Donc il nous dit les difficultés du petit renard à se faire accepter dans cette famille de loups. Et il nous parle en fait de son adoption, tout simplement. Donc à travers, si vous voulez, ce langage symbolique qu'est le jeu, on rejoint énormément les difficultés de l'enfant. Et on peut recréer ce lien parent-enfant. Et on peut faire rentrer les parents. Des fois, on fait des thérapies familiales où on ne fait que jouer avec la famille. Des parents bienveillants. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre bienveillance et parentalité positive. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être un bon parent, c'est être un parent gratifiant. C'est très difficile d'être un parent exigeant, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne fait pas l'intérêt de l'enfant. Mais la bienveillance sous toutes ses formes, hein, c'est quand on passe à la caisse puis que l'enfant prend un bonbon, on va lui dire oui. Ben non, on va lui dire non. On va lui dire non parce qu'il faut que l'enfant vive aussi des frustrations. Donc il ne faut pas confondre bienveillance et parentalité positive. La frustration fait partie de la vie. Comment voulez-vous qu'un enfant comprenne qu'il faut acquérir la capacité de délai si on lui donne tout de suite tout rôti dans le bec ce qu'il veut? Il faut qu'il comprenne, non, tu vas attendre. Je te le donnerai tout à l'heure peut-être. Ou je suis en train de parler avec quelqu'un et puis tu ne viens pas m'interrompre. L'enfant a besoin de comprendre que on n'a pas tout rôti dans le bec, puis pas tout de suite. Sinon, on est dans l'immédiateté, puis on fabrique des petits bonhommes tout puissants ou des petites filles toutes puissantes. Et non, la parentalité positive, c'est miser sur les forces des gens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut un équilibre entre la frustration et la gratification. Donc on ne peut pas être un parent uniquement gratifiant. Bien sûr que oui, il y a des parents incompétents, il y a des parents... Je ne sais pas s'il faut dire des parents incompétents, ou plutôt parler de parents qui ont des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur enfant, mais des parents qui ont des difficultés telles qu'ils ne peuvent pas garder leur enfant. Alors oui, vous avez des parents qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont vécu des difficultés énormes, etc. Mais on peut pas être un enfant et se dire « mon parent » est complètement noir, négatif. C'est pas possible. Donc, un enfant a besoin, même si son parent a d'énormes difficultés,
il a besoin de se dire, mais il a peut-être aussi des qualités, donc il peut être intelligent, ce parent-là, il peut être drôle par moment, etc. Et je crois qu'on a beaucoup plus à aider ces familles en grande difficulté sous forme de coparentalité. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, moi j'ai eu à un moment donné une petite fille qu'il a fallu retirer à sa famille parce que la maman avait des problèmes de santé mentale. Ça a duré 2 ans. Puis elle a été placée dans une famille de personnes âgées. Puis à un moment donné, on a mis en contact la maman en difficulté avec cette personne âgée. Elle venait une journée par semaine vivre le quotidien de cette famille. Puis elle a pu récupérer son enfant quelques années après, parce que, effectivement, elle a vu comment s'y prendre pour être un parent. Et cette famille d'accueil a trouvé d'elle-même le moyen de travailler avec les compétences de cette mère. Alors je ne dis pas qu'il y a une primauté des parents biologiques, je ne crois pas ça du tout. Mais on ne peut pas... si on s'y prenait plus tôt, je pense que si on développait plutôt des attitudes de coparentalité, on aurait beaucoup moins de placements. À l'IFSF, on a créé une autre association qui s'appelle la Maison des parents du Québec, qui travaille directement à créer des groupes de parents, des services aux parents, etc. Et l'IFSF a fait plutôt de la thérapie, donc la thérapie familiale, la thérapie conjugale, la thérapie individuelle, le psychodrame, etc. Donc on est beaucoup plus spécialisé. Et on fait de la formation aux intervenants, parce que les intervenants doivent changer leur manière de voir la famille. Ils doivent développer une vision positive des familles, alors qu'ils ont souvent une vision négative des familles, et qu'ils leur disent quoi faire. Et les familles n'ont pas envie d'entendre. Les familles ont d'autres besoins qu'on leur dise quoi faire. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être reçus dans leurs craintes, dans leurs inquiétudes, etc. Alors, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de former les intervenants à cette vision positive de la parentalité. Il y a l'idée de la confiance dans les compétences des parents. C'est-à-dire que tous les parents ont des compétences. Tous les parents, la très grande majorité des parents, aiment leurs enfants. Et comme dit Guy Oslos, qui est un psychiatre d'origine belge, etc., mais qui a vécu longtemps au Québec, il faut partir de la compétence des parents. Il faut partir de la compétence des parents et se dire que c'est en misant sur les compétences des parents qu'on va pouvoir aider les familles plutôt qu'en misant sur leur insuffisance.